chers auditeurs, en particulier ceux de la région de Montréal. On espère que vous vous portez bien et surtout que vous avez retrouvé l'électricité après cette tempête de verglas qui a frappé le sud du Québec, la région de Montréal, entre autres. Je ne sais pas exactement jusqu'où ça s'est rendu. On n'en a pas trop parlé dans le podcast parce que j'attendais de voir un peu les conclusions qu'on allait sortir de tout ça. Et là, bref, l'opération camouflons l'incompétence et la négligence est officiellement commencée. On pointe, tout le monde est pointé du doigt. J'ai même vu un article ce matin, Simon, qui est totalement délirant, là, où c'est dans c'est dans le journal de Montréal, où on ne nous parle pas peut-être un petit peu, je vous le partage ici, on ne nous parle pas du réseau qui est en hausse de panne, on ne nous parle pas de rien de tout ça. On nous parle qu'un couple ici est sans électricité depuis 6 jours à cause de leur propriétaire. Et là, OK. imagine-toi donc que c'est de la faute du propriétaire du bloc, là. Et là, on nous parle de cet homme ici qui est allé chercher un chargeur dans un magasin et là, qui reste dans un hôtel parce que, en gros, il y a un genre de poutre avec le genre de disjoncteur ou je sais pas trop qui est tombé à terre. Et Hydro veut pas le réparer. Ils disent non, ça, c'est la job du propriétaire du bloc de faire réparer ce truc-là par un chef électricien. Nous autres, on touche pas à ça. Là, le propriétaire répond pas. Fait que bref, ils ont réussi à trouver l'exemple sur toute l'île, sur toute la région de propriétaires négligents. Donc là, on fait un article de journal pour nous expliquer que s'il y a des problèmes d'approvisionnement d'électricité, c'est pas de la faute de la société d'État, c'est de la faute du méchant privé. Ensuite, on a Sophie Brochu. Tiens, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre l'extrait de sa déclaration, puis après ça, je vais te laisser commenter. Et voici ce qu'elle avait à dire. On entend un peu mal au début, dans le début de l'extrait, mais en gros, la journaliste qui pose la question demande qu'est-ce qu'ils ont pensé, eux. Donc, il y a Sophie Brochu, puis il y a son VP, je pense, qui est à côté, ou en tout cas quelqu'un que je connais, dont je ne connais pas l'identité, là, mais on leur demande ce qu'ils pensent du rapport de la vérificatrice générale sur la hausse des pannes à Hydro-Québec. Et voici ce qu'ils avaient à dire. La vérificatrice générale a été très sévère dans son dernier rapport quant à la fiabilité du service d'Hydro-Québec. Est-ce qu'il n'y a pas là l'importance avec l'événement qu'on vit en ce moment d'accélérer les investissements, d'accélérer les changements? Oui, bien en fait, quand la vérificatrice a émis son rapport, d'abord Hydro-Québec a accepté ce rapport-là. Il s'est dit en accord avec les conclusions. Depuis quelques années, Hydro-Québec a accru substantiellement les investissements dans ce qu'on appelle le contrôle de la végétation et la vie des arbres pour éviter le plus possible que les branches d'arbres entrent en contact avec le réseau, je dirais, sous opération normale par des grands vents ou des trucs comme ça. Maintenant, ce qu'on vient de vivre, c'est une grande crise de verglas. Alors, disons que l'événement météo, en lui-même, il n'y a pas un programme de végétation par lui-même qui va être capable de faire ça. Alors, il faut s'assurer que la mécanique fonctionne bien. C'est le programme de maintenance, puis on a augmenté considérablement nos investissements. Il faut que la végétation, de manière générale, soit mieux maintenue, puis ça aussi, on a augmenté significativement nos investissements. Mais des événements météo comme on vient de vivre, on va en avoir de plus en plus. Ils vont être de plus en plus importants. Il faut que la société civile se dote d'une résilience. Nous, on vient de publier notre premier rapport d'adaptation au changement climatique, comment on réfléchit au réseau, comment on construit nos équipements. Régis et Claudine, chez nous, qui travaillent à la définition des actifs, on réfléchit comment on peut accroître la résilience. Mais toute la résilience, tout l'argent du monde, ne peut pas se faire juste du côté d'Hydro-Québec. Il faut vraiment qu'on ait une conversation civile sur comment on se dotera, par exemple, un village. Bon, en gros, là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit, bah, nous autres, on a augmenté les budgets pour l'élagage des arbres. On a augmenté on augmente notre programme pour l'entretien et la fiabilité du réseau. Puis le reste, ben, c'est pas de notre faute, c'est le changement climatique. Ouais. Ouais, ouais. Ça, puis le mot résilience, que ce soit clair, ça va être le prochain buzzword, ou c'est en train déjà de devenir le buzzword du moment des politicos des prochaines années. On se rappellera, il y a quelques années, on avait le terme structurant.
On entend ça encore de temps en temps. Un réseau de transport en commun structurant, par exemple, si on attend ça. Bon, dans le cas, dans la pandémie, il y en a eu plusieurs des différents buzzwords ou des expressions. Là, on construit l'avion en plein vol, bon, toutes sortes de patentes. Là maintenant, ça va être le terme résilience. Et je suis conscient que c'était Sophie Brochu qui parlait, c'est une PDG d'une société d'État. Je crois que son mandat se terminait aujourd'hui, mais enfin, c'était déjà prévu, elle avait lancé sa démission il y a plusieurs mois, on se rappellera, mais moi, je me sens un peu dans, tu sais, je me sens un peu dans la même catégorie des politicos au sens large, là, on s'entend, là. Donc, voilà, ça va être le terme vraiment. En gros, ce que ça dit, c'est, ben, on a fait des investissements, on a fait notre gros possible, puis pour le reste, arrangez-vous, finalement. Puis ça, c'est déjà en train, sans trop donner qu'on puisse trop identifier la situation. Il y a une municipalité actuellement dans la grande région de Montréal. Il y a des conférences qui sont organisées présentement pour expliquer aux citoyens comment faire preuve de résilience. C'est vraiment ça le terme, faire preuve de résilience dans un contexte où, en raison des changements climatiques, leur sous-sol commence déjà et risque d'être inondé de plus en plus souvent. Or, les changements climatiques n'ont rien à voir avec un défaut d'entretien du système d'aqueduc ou encore un système d'aqueduc qui soit entretenu ou pas, qui est tout simplement inadéquat pour toutes sortes de raisons. Justement, on pense notamment à la fameuse densité. À force de densifier de plus en plus, tu as de plus en plus de monde qui flush, qui prennent leur douche, qui se raccordent sur le réseau, bon, peu importe. Fait que voyez-vous, j'ai pris cet exemple-là pour dire, attends, préparez-vous mentalement à entendre cette expression-là de plus en plus souvent, mais ultimement, c'est pas satisfaisant, tu sais. Puis je veux dire, je pense qu'il faut être correct en quelque part. Avec le verglas qui a été annoncé, qui était quand même en moyenne 4 fois moins que ce qu'on a vécu dans la crise de 1998, là, je vais regarder les chiffres. Là. Il y a certains endroits dans la grande région de Montréal qui en ont un petit peu plus, d'autres un petit peu moins, mais en moyenne, c'est à peu près 4 fois moins de verglas que ce que le Québec a connu il y a 25 ans à peu près. Là. Fait que, tu sais, c'est normal qu'il y ait eu des pannes. Ça aurait été illusoire de penser qu'on n'aurait pas pu. C'est pas juste throw money at the problem en quelque part. C'est normal qu'il y ait eu des pannes. Mais c'est de la façon dont elles ont été gérées et comment, oui. moi, dès le début, je me rappelle. Rappelez-vous, quand il y a eu l'épisode de la tempête hivernale pendant le temps des fêtes, il y a quelques mois. Dès que ça a commencé, on avait Hydro-Québec qui faisait des publications pour nous dire qu'on avait 1000 équipes sur le terrain. Moi, quand ça commençait à péter un peu partout dans la région de Montréal le mercredi dernier, qui était le 5 avril, moi, je voyais les publications d'Hydro-Québec, on nous disait qu'il y avait 500 équipes sur le terrain. Ça a pris quasiment, ça a été quasiment jusqu'à la nuit ou en tout cas au lendemain, parce qu'à un moment donné, je suis allé me coucher, là, mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'on monte à 1000 équipes. Pourtant, tu te dis, un 5 avril, où on est un peu avant le congé de Pâques, mais c'est quand même une période qui est quand même que les gens sont plus disponibles que pendant les 2 semaines du temps des fêtes. Là, comment expliquer ça finalement? On a eu les histoires aussi, ce que Radio-Canada de Thomas Gerbet, encore une fois, nous a sorti que finalement, à Montréal, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'assez d'équipes de monteurs de ligne présents sur le terrain, puisque les gens veulent plus aller vivre à Montréal. Fait qu'aussitôt qu'ils peuvent, ils demandent d'être transférés dans d'autres régions, ils vont demeurer ailleurs, puis voilà. C'est ça qu'à un moment donné, il faut que tu relis tout ensemble, puis tu te rends compte que, bon, des pannes, il va toujours en avoir. La météo, des fois, c'est pire. Il y a des moments que c'est pire que d'autres, indépendamment des changements climatiques ou pas, mais à un moment donné, il y a clairement des choses qui ne fonctionnent pas, puis ça mérite d'être souligné. Je m'attends à ce qu'il y ait des gens, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des adeptes du subreddit Québec sur Reddit, là, je suis allé me promener là-dessus pendant que je n'avais pas de courant. Là. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée pour mon moral. Là. Bon, peut-être nos détracteurs... L'article de Gerbet est capoté. Là. En 2017, il y avait 120 monteurs de ligne d'Hydro-Québec employés sur l'île de Montréal, ce qui correspond au nombre requis de travailleurs pour le territoire. Selon nos sources, en date du 6 mars 2023, il n'était plus que 82 et une vingtaine d'entre eux étaient assignés à d'autres emplois en congé maladie où ils ne travaillaient qu'une semaine sur 2. Nous avons 29 équipes actuellement, assure un chef d'équipe qui n'a pas l'autorisation de son employeur pour s'exprimer publiquement. Une équipe est formée de 2 monteurs de ligne, ce qui signifie environ 60 travailleurs sur le terrain. Tous nos monteurs d'expérience vont en région. Ils fuient en région lors de chaque opportunité d'affichage, explique une autre source. D'après les témoignages que nous avons recueillis, le travail à Montréal serait plus difficile et pénible qu'ailleurs à cause de la densité urbaine, des difficultés de circulation et de la complexité du réseau local de distribution d'électricité. C'est drôle, ça ne l'a pas mentionné, ça, Mme Brochu. Qui ne sont pas capables de retenir des employés dans cette région-là, que les gens crissent leur camp, puis qu'ils ne veulent plus rien savoir de vivre à Montréal pour toutes sortes de raisons, parce que le trafic est ingérable, parce que la ville est... quand on dit le problème de densité urbaine, là, lisez entre les lignes, là,
Ça Ben veut oui. dire, ça veut dire problème d'itinérance, ça veut dire problème de vandalisme, ça veut dire problème de vol. C'est ça que ça veut dire, problème de densité. C'est de la novlangue pour comment enrober ça, là. Pas trop Ah qu'on oui. dise c'est quoi, là, mais c'est ça que ça veut dire. Oh oui, puis le réseau routier qui fait dur, les taxes sont chères, c'est de plus en plus difficile de se loger là à un prix raisonnable. Bon, on se fait souvent, comment qu'il disait ça, Jerry l'aubergiste, là, c'est enfantianisé tu sais, dans nos transports et tout ça. Tu te dis, bon, il y a multitude de raisons, mais c'est ça. Puis c'est parce que non seulement tu te rends compte que sur l'île de Montréal, il n'y avait pas assez de monde, mais en plus, tu l'as lu, mais je pense que ça vaut la peine d'insister là-dessus, c'est que ceux d'expérience s'en vont. Fait que tu n'en as Oui. pas assez. Mais ceux qui sont là, c'est les moins expérimentés. Puis c'est comme n'importe quoi. Moi, dans mon travail, quand j'ai commencé, j'étais moins bon que je le suis en ce moment. Puis c'est pas une critique des employés comme tel. C'est juste normal. Normalement, tu deviens meilleur avec le temps. Tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, en quelque part, là. Donc, c'est un peu ça. Fait que tu dis ça. Ça n'a pas été abordé. J'ai senti que dans les communications publiques, tu sais, de Mme Brochu puis d'Hydro-Québec, tu avais beaucoup de damage control, mais damage control, tu sais, de l'image de la société d'État. Tu sais. Ça ramène à quelque chose que Yann mentionnait la semaine dernière à son passage à Radio Pirate. J'imagine que tu vas le mettre en ligne prochainement. Mais c'est ça que tu disais, c'est que, tu sais, une société d'État, c'est que, tu sais, il n'y a plus de... Ils ont plus de, tu sais, sont plus tellement dans une perspective de satisfaction client, finalement. C'est que ce soit un monopole public ou privé. Puis Hydro-Québec, il y a une situation quasi monopolistique parce que quand même des villes comme par exemple Joliette, je crois que c'est le cas de Sherbrooke aussi, ceux qui avaient déjà leur propre barrage. C'est comme, il y a une chose qui s'appelle Hydro-Joliette, cette chose-là existe pour vrai. Fait que bon, ils peuvent avoir un meilleur contrôle dans les épisodes climatiques. Ils sont encore gérés par la Régie de l'énergie, leurs tarifs et tout ça. Il faut qu'ils vendent à Hydro-Québec leur énergie, qui après ça, bon, bref. Mais au niveau de l'approvisionnement, si on veut, des usagers, ça a quand même certains avantages. Mais ça, c'est que tu te rends compte que ce soit du monopole privé ou public, tu sais, il n'y a pas vraiment... Tu ne peux pas te revirer de bord, finalement. Fait que, tu sais, la perspective... Puis oui, tout ce qui est entreprise publique vont se doter, puis heureusement, que ce soit de codes d'éthique, d'instruction de travail, peu importe, c'est pour mettre le citoyen, le contribuable, le payeur de taxes, peu importe, l'usager au centre de leur préoccupation. Mais concrètement, tu sais, quand tu n'es pas en compétition, quand tu n'as personne finalement pour te motiver, tu ne peux pas t'inspirer de ce que tu ne peux pas te comparer à d'autres finalement, mais qu'est-ce que d'autres proches de toi, on s'entend ceux qui peuvent dire, ben oui, mais à l'étranger, on s'inspire des meilleures pratiques internationales. Oui, mais on n'est pas international, on est ici. Tu d'avoir quelqu'un avec qui tu peux te comparer et dire, ah ben regarde, moi, je fais ça moins bien que l'autre, mais je fais telle affaire mieux que l'autre et vice-versa. On n'a pas ça, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des politicos qui nous parlent de résilience, finalement. C'est plate, Non, mais c'est incroyable. Puis le pire là-dedans, c'est que ce qu'elle raconte, moi, je ne suis pas un expert de ces questions-là, là, mais ce qu'elle raconte, selon d'autres experts, est faux. Pour une simple et bonne raison, c'est que si le climat se réchauffe, il ne peut pas avoir de verglas au mois de mai puis au mois d'avril à Montréal. Il va faire plus chaud. Donc, c'est ce que raconte d'ailleurs Ouranos. Il y avait un genre de reportage de Radio-Canada en fin de semaine où on parlait de leur dossier. Donc, vous pouvez aller les voir sur leur site web. Je vais le mettre à l'écran pour que les gens le voient. Mais donc, dans le fond, Ouranos, c'est pas un truc de climato-sceptique, là. non, pas du tout. C'est une espèce d'organisme là, qui étudie comment on s'adapte au changement climatique, etc. Donc, ils ont toutes sortes de publications, comprendre le climat, etc. Donc, vous pouvez aller là-dessus. Et en fin de semaine, il y avait un reportage de Radio-Canada et on s'intéressait à ce que disait Ouranos par rapport au verglas. Et je vous rappelez-vous l'extrait de Sophie Brochu, elle dit des épisodes comme ça à Montréal, il va en avoir plus. Il va en avoir plus souvent, ça va avoir plus de problèmes, plus de pannes. Fait qu'il faut se résigner puis il faut augmenter notre résilience. Mais voici ce que Ouranos, eux, disaient. Selon les scientifiques d'Ouranos, dans le sud du Québec, on s'attend à une diminution de la fréquence du verglas. On n'indique pas pour l'instant que les événements extrêmes de verglas seront plus fréquents ou plus intenses dans la vallée du Saint-Laurent. Par exemple, les études indiquent un déplacement vers le nord de la zone propice au verglas. Qu'est-ce qu'on veut dire par vers le nord? Au Québec, au nord du 50e parallèle, ça, c'est à peu près à la hauteur de Chibougamau. Là, on aurait de la pluie verglaçante qui pourrait devenir plus abondante en raison des changements climatiques. C'est assez clair ce qui est rapporté par la journaliste dans l'entretien. Les études d'Ouranos, qui sont
eux-mêmes des environnementalistes puis qui parlent de changement climatique à journée longue, ce qu'ils disent, c'est que du verglas à Montréal, il va en avoir moins. Il va en avoir moins, en fait, à peu près sur la grandeur du Québec habité. Et où il va en avoir plus, c'est dans des régions comme Chibougamau, la Côte-Nord, le nord du Québec. C'est ça que les études racontent. Encore là, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne suis pas expert de cette question-là. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais là, à un moment donné, ça commence à faire. Là. De chaque fois. En fait, moi, quand j'écoutais Sophie Brochu parler, j'avais l'impression d'entendre la même genre de déclaration qu'Éric Kerr sur à la SAQ, leur système ne fonctionne pas, c'est un flop monumental. On le passe en entrevue. Écoutez, nous, notre parti, c'est excellent. On aurait même dû nous donner une médaille tellement qu'on est bon. Ben, elle a fait la même affaire. Là. Mais là, nous autres, on a un bon programme d'élagage parler à tout le monde là, qui ont perdu le courant. Là. C'est toutes des branches qui ont tombé et qui ont brisé les lignes Puis là, ça, c'était drôle aussi. Tu avais des images de reportages de TVA puis de tout. Il n'y en avait que pour les branches d'arbres. Là, il regardait, tu avais des photos de Justin Trudeau avec Valérie Plante, il regardait le cadavre d'une branche à terre. Là. Puis là, ça avait donc ben pas de bon sens que des arbres centenaires perdent des branches. Et ouais, il y a des gens aussi là, qui sont victimes là, de ça. Puis il y en a, quand tu lis les articles, il y a des gens qui se sont gelés le derrière pendant 5, 6, 7 jours d'affilée. Là. Tout à fait. À Montréal, il y a encore quelques milliers de Il y a personnes. encore, ouais, c'est quoi? C'est 45 000 personnes, je pense, en ce moment, qui n'ont toujours pas de courant ou 40 000. Je pensais que c'était moins que ça. Ben, je pensais que c'était moins que ça, là, mais en tout cas, c'était quand même plusieurs milliers de personnes encore qui n'avaient toujours pas le courant. C'est ça ce que je te dis là, c'est des chiffres que j'ai vus hier. Donc peut-être c'est c'est ça. moins En date de aujourd'hui. ce matin, c'était plus, je pense, c'était comme 9 000 à Montréal. Là. Puis il faut faire attention aussi parce que tu as client. La manière qu'Hydro-Québec, qu'on définit un client d'Hydro-Québec, c'est un client, des fois, c'est plus qu'une personne, là, parce qu'évidemment, c'est comme. C'est un numéro de compte d'Hydro, finalement, là, si je simplifie au maximum. Là. Donc, si vous êtes chez vous avec. Si vous êtes à la maison chez vous, vous êtes 4, vous êtes un client d'Hydro-Québec. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on comprend. Et là, écoute, on a des textes complètement loufoques. Oui. Complètement loufoques. On viendra à José Legault, une de nos préférées, juste après. Là. Mais écoute, on a ce texte-là ici qui ne. Le ridicule ne tue pas. Là. D'amour et d'eau chaude, publié dans le blog étudiant, la presse. De la chaleur et du bon monde autour de soi, voilà ce dont on ne peut pas se passer dans la vie finalement. Les clients d'Hydro-Québec et leurs familles qui étaient encore privés d'électricité lundi, ils étaient encore près de 15 000 dans cette situation en fin de soirée. Ce serait bien passé de ce rappel de leurs besoins fondamentaux, certains d'entre eux se montraient néanmoins pleins de reconnaissance. Lundi après-midi, à la résidence privée Les Jardins Beaurepaire à Beaconsfield, une banlieue cossue située dans l'ouest de Montréal, les locataires âgés de l'endroit avaient bien sûr très hâte que l'électricité revienne, mais ils se félicitaient d'être si bien entourés. Et là, on nous parle de Fiona Griffith, une infirmière à la retraite, campeuse d'expérience, que c'était tellement extraordinaire là, parce qu'avec ce qu'elle avait comme matériel de camping chez elle, elle a pu faire un petit café à sa voisine, elle a pu aller aider les autres. Et là, c'est quand même très drôle parce qu'on nous parle dans l'article qu'elle a invité ses voisins à venir profiter de la chaleur de son foyer au gaz. Une chance que le ridicule ne tue pas, chers amis, chers auditeurs, parce que il y a des gens qui seraient sous respirateur en ce moment. On en a même parlé ici, Simon, il y a quoi? 1 mois et demi à peu près? La ville de Montréal qui s'était fait rappeler à l'ordre par Hydro-Québec parce qu'ils voulaient bannir le gaz naturel sur le territoire pour toutes les nouvelles constructions et éventuellement dans un deuxième temps. Et là, on nous fait l'apologie, et ça sera le cas aussi dans le texte de José Legault, des génératrices, des poêles au gaz. Hey, c'est-tu le fun? Il y avait ma voisine. Elle est bonne en camping. Elle est capable de faire un petit café avec une machine à piston. Puis, en plus, elle a un poêle au gaz. Je suis allé me réchauffer les pieds chez eux. Ouais, ben tu sais, en quelque part, puis on l'a dit tantôt, on dit, tu sais, veux pas des pannes de courant, tu aurais la meilleure entreprise d'hydroélectricité ou d'électricité tout court qui soit. Tu vas en avoir des pannes, tu vas avoir des événements climatiques. À un moment donné, bon, ça, on est capable de comprendre ça. Mais, tu sais, à un moment donné, puis autant je suis content, tu sais, moi, j'ai vécu la crise du verglas en 98, puis oui, c'est vrai qu'il y a eu de l'entraide entre les voisins,
entre les voisins, tout le monde était un petit peu dans le trouble, on s'entraidait. Puis oui, c'est sûr que tu dis, au moins c'est ça, c'est beau de voir de l'entraide que du monde qui se pogne entre eux ou qui se crache dans la face, on comprend tout ça. Ben oui, ben Mais, oui. mais je trouve ça tellement niaiseux, un texte comme ça. Je suis désolé. Je trouve qu'il y a comme un côté bonasse puis complaisant par rapport à quand tu as un service public, parce que ça revient à ça, là, Hydro-Québec, en quelque part, c'est un service public, quand un service public nous laisse tomber, tu sais. Hey, Simon, excuse de te couper, là, mais c'est pas écrit dans le texte. Mais la seule affaire qui manquait là-dedans, c'est qui aurait fait mieux. Ben, c'est ça. C'est la même affaire. C'est la même crise d'affaires. Tu parles aux gens qui ont manqué de courant, puis tout ça, puis les gens qui commandent ça, puis c'est pas de la résilience, c'est la résignation. Oui. Ah, ben là, tu sais, si ça aurait arrivé ailleurs, ça aurait été pareil. Puis, ben là, écoute, si tu veux qu'on fasse, ils ont manqué de courant, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Puis, pauvre petit, le monteur de ligne, ça fait 16 heures en ligne qu'il travaille. Puis, on peut pas leur en demander. Tu sais, c'est Geneviève Peterson avec sa couche à terre à l'hôpital. C'est la même affaire, là. La même affaire. C'est la même attitude tu sais, on a Il beaucoup faut parlé ménager le modèle, hein? C'est bien important. Il faut ménager le faut modèle. ménager le modèle, puis il n'y a surtout pas personne qui va dire à Hydro-Québec, écoutez, si vous n'avez pas assez de monteurs de ligne, là, puis si vous n'avez pas assez de gens pour faire ça, là, il y a probablement beaucoup d'entreprises qui font déjà qui taillent des haies, qui font de l'élagage de toutes sortes d'affaires, qui font de l'aménagement paysager. Vous pourriez donner à contrat l'élagage de vos lignes. Puis il y a plein de. Assurément, ça, il n'y a pas besoin d'un diplôme universitaire pour aller couper une branche d'arbre. Couper un arbre, ça, c'est une autre affaire. Là, ça peut être dangereux. Là. Mais couper une branche d'arbre qui peut être dangereuse, pas loin d'un fil électrique. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à faire ce travail-là du moment que c'est rémunéré moindrement. Tu sais, je veux dire, c'est entre ça puis dérouler de la tourbe pour faire de l'aménagement paysager. Je veux dire, je peux bien en couper des branches. Là, tu sais. Ben, écoute, moi, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui demeure à Beaconsfield et je suis allé à Beaconsfield en fin de semaine alors qu'il n'y avait toujours pas de courant. Et tu parlais que justement, de l'émondage, on s'entend, il faut faire attention avec les fils électriques et tout, mais les arbres ont été émondés à Beaconsfield avant que l'électricité revienne. Moi, j'étais là quand les gens n'avaient pas de courant. Puis tu vois, c'est terrain des gens, les branches étaient coupées, c'était déjà cordé et tout. Puis les gens, le courant n'était pas encore revenu, mais on s'entend. Puis j'ai posé la question, c'est-tu Hydro-Québec qui a coupé en préparation d'aller travailler ses fils, ou c'est-tu la ville? Bon, parce que moi, dans ma ville, j'ai vu dans ma ville à moi, sur la rive sud de Montréal, la ville a coupé quelques arbres qui n'étaient pas nécessairement, évidemment, sur les fils, mais qui étaient maganés et tout. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Et les réponses que j'ai eues, c'est non, c'est vraiment des gens qui ont fait affaire. Tu as peut-être eu un peu là, que ce soit Hydro ou la ville, mais pour l'essentiel, c'est vraiment des gens, des émondeurs privés. Fait que là, il faut arrêter à un moment donné, le privé, il faut arrêter de le démoniser à tout rompre. Là, c'était bien correct que ce soit le privé qui fasse ça plutôt qu'Hydro-Québec ou la ville. Que la ville était plutôt occupée justement. Il y avait comme leur centre, leur centre communautaire, où c'est qu'ils donnaient des denrées, puis les gens pouvaient aller charger leur cellulaire, prendre des douches, des choses comme ça. Puis Hydro-Québec était occupé à essayer de ramener le courant. Fait que c'est normal, mais c'est justement, il faut arrêter de tout le temps démoniser le privé, puis le privé a sa place. Puis, justement, dans ce cas-là, par rapport à Beaconsfield, je suis content de donner l'exemple de la dame qui est à la retraite, qui est en forme, qui est en santé, qui peut faire du camping. Bien, ça, c'est numéro 1. Mais c'est parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des gens. Moi, j'ai quelqu'un d'autre dans ma famille qui est en perte d'autonomie. Dans sa résidence, elle a manqué de courant pendant à peu près 24 heures. Ben là, avec la médication, parce qu'elle souffre de, je ne suis pas médecin, mais une perte de faculté cognitive. Puis bon, sous médication, ça va beaucoup mieux, mais là, perdre du courant pendant 24 heures, elle a perdu ses repères et tout. Tu dis, bon, ben là, malgré la médication, là, elle a perdu. Elle a été quelques jours, puis je ne suis pas sûr que c'est encore tout à fait correct. Ce n'est pas encore tout à fait revenu comme elle était avant la panne. Puis encore une fois, tu dis, bon, est-ce que c'est de la faute d'Hydro-Québec qu'il y a eu une panne chez eux? Tu dis, ben, encore une fois, des pannes, il va toujours en avoir. Là, on peut se dire, est-ce que ça aurait pu être amené le courant plus vite qu'ailleurs? Bon, ça a pris à peu près 24 heures comparé à bien d'autres places à Montréal que ça a pris du 4, 5, 6 jours, puis il y en a encore quelques malheureux qui ne l'ont pas encore. Mais le fait est, c'est que, avant de s'enthousiasmer devant les gens qui sont heureux, qui sont contents de pouvoir faire du camping dehors, mais dis-moi, mais pensons aux gens âgés. On s'est embarré dans les maisons pour protéger les plus vulnérables, qui sont notamment les gens âgés. Puis aussi, ben moi, dans mon quartier, on a manqué de courant pendant 23 heures. Moi, j'ai des amis qui demeurent dans mon quartier. Ils habitent sur la même rue que moi, en fait. Puis tu vois, ben eux autres aussi, panne de courant pendant 23 heures, mais c'est parce qu'ils ont un bambin âgé de moins d'1 mois. Ils ne l'ont pas trouvé drôle pantoute. Là. Ils
Ils n'ont vraiment pas Non, trouvé non. drôle. Puis heureusement qu'il y avait un foyer au bois. Tu sais, les gens, tu sais, c'est ça, c'est que le monde qui nous. Tu sais, les gens qui nous demandent d'être résilients, mais qu'en même temps, ils veulent interdire les foyers au gaz, les foyers au bois, là, c'est quand même mané, là, vos affaires, ça rentre Ouais, en c'est quoi? contradiction. Ça veut dire quoi être résilient dans votre tête? Ouais, va falloir être résilient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire crever de fret? Parce que là, c'est bien le fun, là, ça arrive au mois d'avril. Mais si c'était arrivé au mois de janvier ou février, il serait passé quoi, là? Ah ouais, soyez résilient. Ouais, il faut que je sois résilient. Pas de poêle au gaz, pas de fournaise, pas de fournaise au mazout, pas de poêle à bois. Allô? Je vais être résilient comment, moi, là? Ça veut dire quoi, être résilient? Ça veut dire faire comme la madame, puis faire du camping, puis avec un vieux réchaud, essayer de se faire un café, puis en mitoufler. Non, c'est la tiers-monde. C'est ça que je te disais en préparation de choses, c'est que c'est une forme de tiers-mondisation de tu sais, ah ouais, mais tout le monde s'entraide. Ouais, mais à Haïti aussi, tout le monde s'entraide, là. Puis les gens vont aider les autres, puis tout. Mais c'est pas une. Ce fatalisme-là, c'est vraiment typique. Je sais pas comment c'est ailleurs, là, mais je sais qu'au Québec, là, on a une propension très développée pour le fatalisme. C'est pas de notre faute. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Qui aurait fait mieux? On construit l'avion en plein vol. On le savait pas. Vous autres, c'est juste du négatif. Lui est bon, elle est bonne. C'est tout le temps des messages un peu niais de même. Puis là, tu te dis, ouais, mais l'argument de Ah, ça coûterait trop cher faire telle affaire. Ça coûterait trop cher. Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu commences à quelque part aussi. Puis deuxièmement, sur le long terme, ben, si tu diminues le nombre de pannes que tu as parce qu'on l'a vu, on l'avait vu dans l'article de David Descoteaux, 63% de hausse des pannes depuis 20 ans. Ben, si tu fais passer le chiffre d'une hausse de 63% à une baisse de 50%, d'après moi, tu dois sauver beaucoup d'argent avec ça. Là, je ne sais pas, là, dans le calcul coût-bénéfice de l'affaire. C'est un peu comme si ton voisin disait Hey, Simon, pour la 8e année de fil encore, mon sous-sol est inondé. J'ai un problème avec ma dalle de béton. Elle est encore inondée, mais qu'est-ce que tu veux? Ça coûte cher faire mettre une pompe submersible. Là. Je peux pas. Je peux pas me payer ça. La manette dit Ouais, tu peux pas te payer ça, mais ça fait 8 fois que tu refais ton sous-sol. Une fois que tu refais ton sous-sol puis tu n'es plus assurable. À un moment donné, je sais pas. Là. Je sais pas. Maintenant, il me semble que j'aurais pensé, moi, à mettre la somme pompe. Là. Mais hey, écoute, en terminant, José Legault. José Legault. Chaque fois que je clique sur un texte de José Legault, je me dis cette fois-ci, ça va être moins pire que la fois d'avant. Va-t-on tirer les bonnes leçons du verglas de 2023? Et là, moi, je clique là-dessus naïvement en me disant bon, ben, elle va nous dire que sortir le gaz, sortir les poêles à bois des maisons, ça n'a pas de bon sens. Puis qu'il faut, il faut justement diversifier les sources énergétiques, puis que les gens ne soient pas nécessairement dépendants tout le temps de. Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. Happé par ce 3e épisode climatique en un an, Hydro-Québec, dont la PDG, Sophie Brochu, quitte ses fonctions aujourd'hui avant la fin de ce mandat, commence à reconnaître ce qui saute aux yeux, soit que son réseau est solide, mais pas assez pour faire face aux intempéries qui, changement climatique oblige, se multiplieront dans les prochaines années et décennies. Mais ils vont la répéter combien de fois, cette fake news-là? Je vous l'ai fait entendre tantôt avec Ouranos. C'est pas vrai qu'il va y avoir plus de verglas à Montréal dans les prochaines années. Ce n'est pas vrai. Ce sont des gens, c'est des perroquets, ils n'ont pas de pensée propre. Il y en a un dans la gang qui développe une ligne, une belle tournure de phrase, puis après ça, il répète, puis il se la passe d'un à l'autre. Yann le dit souvent, ce ne sont pas les plus vaillants de notre société. Les journalistes là, ou puis les chroniqueurs, ben, ça donne des affaires de même, finalement. Là. Ah, écoute, puis là, c'est l'apologie du régime malgré les équipes formidables d'Hydro-Québec. Donc là, le réseau il est solide, les équipes sont formidables. De nombreux Québécois ont gelé chez eux des jours et des nuits de temps. Ils ont perdu des centaines de dollars, bon, blablabla. À l'impossible, dit-on, nul des tenues. Au possible, par contre, ça oui. Le possible, ce sont les autorités capables de se préparer au pire. Et là,
On dit qu'il faut conseiller aux Québécois de se préparer des trousses de survie pour 72 heures en cas de perte de courant. Ben, Bon, elle dit. c'est pas un mauvais conseil. Il veut pas d'avoir toujours des denrées chez soi, tu sais, non périssables s'il se passe quelque chose. L'affaire, c'est que, comment je te dirais ça? C'est pas. Puis l'idée, c'est pas de blâmer les travailleurs sur le terrain comme tel, c'est que. Ben non, mais c'est un peu comme dire. C'est un peu comme. Tu sais, ce qu'elle dit là, dans l'absolu, c'est pas un mauvais conseil que les Non, gens aient non. des denrées chez eux, comme tu viens de le dire. Mais c'est comme si le ministre de la Santé nous arrivait et nous disait écoutez, pour pallier au réseau de la santé qui a failli, là, on recommande à tous les Québécois d'avoir un kit de points de suture, d'avoir de l'alcool à friction, d'avoir un défibrillateur, dans un petit kit à la maison et d'apprendre comment faire le RCA. Tout ça parce qu'on ne peut plus là, vous accueillir à l'urgence. Il va falloir développer votre résilience. Voyons, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? La job d'Hydro-Québec, c'est de fournir le courant, là. C'est pas la job des citoyens de passer leur temps puis en plus que là, on s'en va dans un monde où, regarde ce qu'on fait présentement, là, il y a de plus en plus de gens qui sont en télétravail. Il va arriver quoi avec la productivité des entreprises? Il va arriver quoi avec tout ça, là, le jour où, bon, un tel est en télétravail pour toutes sortes de raisons, puis ouais, ben là, moi, ça fait 8 jours, j'ai plus de courant, là. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas travailler. C'est toutes des. En fait, on dirait que c'est un peu toujours la même affaire, c'est qu'il n'y a aucun plan de contingence. Il n'y a Exact. aucun plan de quand ça pète, qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas de système alternatif. Même là, c'est très drôle parce qu'elle finit son texte en faisant l'apologie des va-t-on fournir des génératrices dignes de ce nom au milieu de vie qui héberge les Québécois les plus vulnérables? À suivre, dit-elle. Ouais. Bien, elle se rend compte à la fin de son plaidoyer pro-gouvernement et pro-Hydro-Québec que, ouais, peut-être bien qu'avoir des systèmes alternatifs, ça serait une bonne idée. Moi, je pense que si on parle de la résilience des citoyens, là, ben, tôt ou tard, si le réseau n'est pas capable de s'arranger, il va falloir que ça en vienne à ça, là. C'est-à-dire que tu prends pour acquis que tu as un réseau qui peut lâcher quand il arrive des affaires météo un peu hors de la normale. Puis avez-vous un kit de batterie chez vous pour faire ce que vous avez à faire? Puis un poêle à bois ou un poêle au gaz pour vous chauffer? Parce que comptez pas là-dessus. Ça se peut qu'on vous laisse pendant 2 semaines pas de chauffage. Mais ce qui est fascinant, par contre, c'est que je ne sais pas s'ils sont conscients que ça va être ces artisans-là et ces apôtres-là du modèle québécois, je ne sais pas s'ils sont conscients que ça va être à force de tenir des propos du genre, de dire, bon, on a fait ce que l'État a fait son bord, pour le reste, arrangez-vous. Je ne sais pas s'ils sont conscients que ça va être de plus en plus difficile de défendre et de maintenir le modèle québécois comme ça. Nous, par nos propos, on essaie de susciter la réflexion pour dire, ben écoutez, sans nécessairement tout jeter à terre, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans nos façons de faire au Québec, soit le système de santé, bon, les routes, on en parle tous les jours, on comprend. Mais j'ai eu cette réflexion-là en fin de semaine dernière. Je suis en train de me demander si ceux qui ne font pas la meilleure démonstration du fait que ça ne peut plus continuer comme ça indéfiniment, si ce n'est pas ces gens-là, les gatekeepers, les défenseurs du modèle. Quand on arrive à dire ah c'est un peu comme tu disais, là, ça va vous prendre votre kit de survie. Ou si à un moment donné, le ministère de la Santé en arrive à dire ouais, ben, ça va vous prendre des équipements, des trousses de premiers soins, des patentes comme ça, qui ne sont pas les mauvaises idées en soi. C'est qu'à un moment donné, cette sorte de. C'est que ça, c'est comme tu dis, on est bien au-delà de la résilience, qu'on atteint le point de la résignation. Tu dis, ben, si je suis condamné à m'arranger tout seul, ben là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas me demander de payer plus pour que j'aille toujours moins, finalement. Que j'en ai toujours de moins en moins pour mon argent. Ça ne peut pas fonctionner. Là. Je ne sais pas si à un moment donné, si ça ne va pas nous amener au point, c'est que finalement, il va y avoir une plus grande prise de conscience collective que là, ouais, mais finalement, le privé, c'est pas si méchant que ça. Que finalement, ouais, il est peut-être temps de revoir nos façons de faire, parce que là, on se rend compte que ça ne marche plus. Là. Moi, je suis dans un quartier qui est sujet à des pertes de courant fréquentes. Des pannes de courant de 24 heures, moi, j'en ai 1 à 2 par année dans un contexte, pas dans un épisode de fort de verglas, on s'entend. Honnêtement, moi, quand il annonce des rafales de plus de 50 km/h, je commence à stresser. Là, on ne parle pas des vents courants, là, on parle juste des vents qui vont souffler, mettons, à 30 km/h. Quand on annonce des rafales qui atteignent le 50 km/h, là, je commence à stresser. Là. Fait que là, tu te dis, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui ait une prise de conscience qui se fasse, que tu dis, ben là,
pas normal, là, parce que ça prend vraiment pas grand-chose que finalement, je vous dis, moindrement qu'ils annoncent des ventes dans ma municipalité, ça prend pas grand temps que la ville fait un post sur Facebook pour dire justement rappeler l'importance du kit de survie. C'est d'avoir des barres granola et des bouteilles d'eau pour 72 heures. Tu me dis, hey, ça prend pas grand-chose. J'aurais pas pu dire mieux. Ça prend pas grand-chose finalement pour qu'on se résigne et qu'on baisse les bas. Il va y avoir une coupe il va y avoir des coups de vent. Ben, allez acheter vos bouteilles d'eau et vos barres granola puis préparez-vous pour en avoir pour 3 jours. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon ça a sens. tout simplement aucun bon sens, cette affaire-là. Aucun bon sens. Hey, sur ça, on va passer à une partie Patreon où on voulait discuter, entre autres, de nos chères villes, justement, Ben qui oui. sont encore dans un délire, cette fois-là, d'expropriation envers des gens. C'est un peu le même sujet, d'une certaine manière, qui se continue, parce qu'il faut protéger la terre. Donc, joignez-vous à nous sur patreon.com/isénéchal.